Du sud-ouest à la Bretagne, du littoral à la montagne, des villes aux villages, ce texte porte un objectif commun, encadrer les meublés de tourisme et favoriser le logement permanent. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Grands Débats. Aujourd'hui, de nombreux Français rencontrent des difficultés pour se loger, notamment dans les zones touristiques. En cause, la multiplication des meublés de tourisme au détriment du logement permanent. En 2016, il y avait 300 000 locations de courte durée en France. Aujourd'hui, il y en a plus d'1 million. L'essor des plateformes type Airbnb a contribué au phénomène. À Bayonne, au Pays Basque, la situation est de plus en plus difficile pour ceux qui cherchent à se loger à l'année. Là, entre 2015 et 2020, il y a plusieurs dizaines de logements, rien que dans cette rue, qui sont devenus des Airbnb, donc permanents. Ce troisième étage-là, il y avait un couple de jeunes travailleurs qui payaient un loyer de 500 € comme ça. La propriétaire les a fait dégager et a transformé ça en Airbnb qui se louait du coup autour de 100 € la nuit. On en est à cette situation-là parce qu'on n'a jamais rien réglementé sur la question. Effectivement, il y a New York qui a pris des mesures, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, et la France, on est un petit peu bon dernier dans la réglementation des Airbnb. On voit même aujourd'hui des territoires qui l'interdisent, et je pense, on est plusieurs à le penser, qu'avant d'interdire Airbnb, il y a des mesures de réglementation à apporter. Le député socialiste Iñaki Etxaniz souhaite réglementer les locations touristiques type Airbnb. Avec sa collègue du camp présidentiel, Anaïg Lemer, ils ont déposé une proposition de loi transpartisane. Elle est discutée dans l'hémicycle en décembre 2023. Le logement est devenu aujourd'hui, dans bien des cas, un outil d'optimisation fiscale et de rendement permettant une exonération exagérée de l'impôt. Dans les zones les plus tendues, de nombreux travailleurs ne peuvent plus vivre sur leur lieu de travail. Et des entreprises déménagent par manque de logement pour leurs salariés. Des soignants, des employés territoriaux sont contraints de dormir dans leur voiture ou au camping durant l'été, tandis que l'appartement qu'ils louaient se retrouve au même moment sur un site de location de vacances. Des locataires, en règle, sont exclus de leur logement pour que ces derniers soient transformés en meublés de tourisme. Des familles ne sont plus en capacité de vivre dans le lieu où ils ont grandi, car la spéculation immobilière a fait exploser les prix et transforme nos villes et villages en résidences de vacances. Dans des villes universitaires, le manque de logements pour les étudiants est inversement proportionnel à l'augmentation du nombre de meublés de tourisme et 12% de jeunes abandonnent leurs études sans solution de location. Les appels à l'aide des élus locaux se multiplient face au nombre croissant de sollicitations qu'ils reçoivent concernant l'accès au logement. Or, force est de constater que l'État encourage ce déséquilibre délétère et ainsi la crise du logement par des avantages fiscaux injustifiés et une absence de réglementation efficace. Par le biais de cette proposition de loi transpartisane, nous avons tenté d'apporter une première réponse à ces problématiques. Si louer un meublé de tourisme permet un complément de revenu pour certains, il participe surtout à l'augmentation du prix des loyers, l'impossibilité d'acheter pour les ménages de classe moyenne, l'accroissement du mal-logement et la précarisation des plus fragiles. Cette proposition de loi n'a pas pour visée d'interdire les locations de type Airbnb ou de mettre en œuvre une réglementation drastique comme dans certains pays, pourtant très libéraux, comme vient de le faire récemment New York par exemple, mais bien de trouver l'équilibre entre activités touristiques saisonnières et vie du territoire le reste de l'année. C'est aussi un enjeu de justice qui justifie par exemple que nous soumettons à l'article 1 les locaux de tourisme aux mêmes obligations de performance énergétique que les logements. N'oublions pas que le caractère culturel exceptionnel de nos territoires qui en font leur attrait touristique est le fruit de plusieurs générations d'hommes et de femmes qui l'ont façonné et valorisé. Voir les habitants d'une commune s'en aller, c'est voir disparaître une partie de sa mémoire vivante et de son identité. Certes, les locations de courte durée ont permis de renforcer une offre touristique parfois insuffisante ou inexistante, et elles continueront de le faire là où nous en avons le plus besoin. En revanche, le développement de l'immobilier touristique ne doit pas se faire au détriment de la location à l'année et de l'économie productive. Aujourd'hui, dans certains territoires, la proportion des meublés de tourisme est telle qu'elle transforme en profondeur nos villes et modifie durablement les équilibres économiques et sociaux. Dans ma circonscription, les entreprises n'arrivent plus à recruter faute de logements disponibles à l'année. Des villages entiers se vident sous le poids des meublés de tourisme, perdent leur identité et se transforment en villages vacances.
Les députés ont voté une première fois en commission. Le texte que vous avez devant vous est donc déjà le fruit de débats et d'échanges nourris entre les pouvoirs et avec les acteurs concernés. Certains amendements ont d'ailleurs été votés contre l'avis du gouvernement pour aboutir au texte qui va être discuté ce jour, pour lequel de nombreux amendements ont été déposés depuis la tenue de la commission et vont être discutés ce jour. Je souhaite vivement que le débat qui s'ouvre soit constructif pour que vous parveniez à une loi efficace, proportionnée et adaptable aux différents enjeux des territoires. Qu'est-ce qu'une loi efficace, me direz-vous? Pour le sujet qui nous occupe, car je n'aurai pas la prétention de répondre de manière générale à cette question, c'est une loi qui porte un dispositif d'ensemble cohérent qui va permettre de lutter efficacement en limitant effectivement sur le terrain, voire en le bloquant, le développement de l'offre de location touristique. Ce texte, qui aborde la problématique du logement de manière très limitée, ne saurait résoudre ces difficultés qui résultent d'erreurs stratégiques du gouvernement. Nous avons besoin de mesures structurelles. En effet, la crise du logement exige des mesures d'urgence fortes et immédiates pour le secteur dans son ensemble. Il s'agit d'un enjeu crucial pour les Français, les collectivités territoriales et notre économie. Je me félicite à ce propos que les députés LR aient permis de lever la procédure de législation en commission et que nous puissions prendre le temps d'examiner cette proposition de loi en séance. En effet, considéré comme transpartisan, le texte ne l'est pas. Le débat sur ce sujet mérite d'être prolongé. C'est d'ailleurs 134 amendements au total qui ont été déposés par l'ensemble des groupes politiques. La réponse à la crise du logement, particulièrement en zone tendue, exige un juste équilibre. D'un côté, le maintien de l'activité touristique en secteur économique indispensable à l'attractivité, à l'emploi et à l'économie des territoires, et de l'autre, la nécessité de permettre à ceux qui y vivent et qui y travaillent d'y habiter de façon pérenne et dans des conditions acceptables. Ce texte, malgré les travaux de la Commission et la correction de certaines fragilités juridiques, n'est pas à la hauteur de cette exigence. Depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, aucune politique d'aménagement du territoire visant à desserrer la pression foncière dans les zones tendues n'a été entreprise. Alors, la proposition de loi portée par la majorité que nous examinons aujourd'hui prétend remédier à la crise du logement qu'elle a elle-même fabriquée. Plutôt qu'une remise en question profonde de votre stratégie, vous voulez faire porter la responsabilité de cette crise aux petits propriétaires. Vous voulez nous faire croire que la location saisonnière est à elle seule responsable de ce fiasco. C'est un mensonge. Vous prétendez avoir consulté largement. Nous constatons que ce sont avant tout vos amis élus de gauche dans les villes du littoral atlantique ou à Paris et le monde institutionnel qui ont contribué à la construction de cette loi. Le littoral méditerranéen, notamment languedocien, marqué par la spécificité des stations balnéaires comme dans ma circonscription dans l'Aude, a été méprisé. Vous êtes restés dans l'entre-soi en oubliant de consulter les citoyens français, les petits propriétaires, ceux qui seront directement pénalisés par la hausse de la fiscalité que vous leur préparez. Cette majorité se prétend libérale, mais ce texte n'est qu'un condensé de vieilles mesures socialistes imposant la multiplication de normes et une hausse des impôts pour seule réponse à la crise du logement. Après tout, il a été corédigé par le Parti socialiste avec l'appui du ministre du Logement, lui-même ex-socialiste. La crise du logement est une bombe sociale à retardement. Airbnb menace d'allumer la mèche pendant que le gouvernement tient le briquet. Car oui, ceux qui ont largement profité de la crise du logement et de l'inaction coupable de l'État ces dernières années, ce sont bien les multipropriétaires et les plateformes comme Airbnb. Près de la moitié des logements en location sont possédés par 3,5% des ménages. En 2016, 300 000 logements étaient mis en location touristique de courte durée. En 2021, leur nombre a plus que doublé, passant à 800 000. À Saint-Malo, par exemple, le tiers des logements dans le centre-ville ancien a été placé sur le marché de la location touristique, entraînant une hausse de 40% du foncier. Pour les commerces de proximité, les résidents, impossible désormais de payer des loyers toujours plus exorbitants. Ils ont désormais fui les communes qui dépendent pourtant d'eux pour survivre. Ceci encouragé par nos finances publiques. Les politiques menées jusqu'ici ont refusé de réellement imposer le capital et ont multiplié les niches fiscales en faveur de la location touristique, jusqu'à 71% d'abattement fiscal. En 2021, Airbnb France affiche un chiffre d'affaires de près de 35 millions d'euros. Et devinez combien le groupe a payé en impôts sur les bénéfices cette année-là? Même pas 370 000 euros. Grâce à cet argent économisé, le groupe a aussi pu se payer le luxe de doubler ses dépenses de lobbying en l'espace de 10 ans. Pour Airbnb, c'est jackpot à tous les étages. Ce texte vient tard. C'est un bon premier pas. Les écologistes voteront évidemment en faveur de ce texte. Mais soyons lucides, c'est tard.
Et on est encore loin du compte quand il s'agit de droit au logement ou d'encadrement des meublés touristiques. Et je dois dire, et je dois m'attarder là-dessus, que je ne comprends pas l'attentisme et la pusillanimité du gouvernement sur le sujet. Comment expliquer que la majorité présidentielle ait tant tardé? La seule fois où vous avez agi sur le logement, et ça ne va pas vous plaire, c'était pour le vote d'une loi indigne qui criminalise les plus précaires, celles et ceux qui sont sans toit, un texte cruel et inutile. Comment expliquer également l'attentisme du gouvernement? Le logement subit une crise conjoncturelle et structurelle que certains qualifient de bombe à retardement. Et pourtant, on a attendu. Les retards du Conseil national de la refondation sur le logement ont été brocardés, mais le pire, ce n'est pas tellement le retard, c'est que ça débouche sur rien ou quasi rien. Il a fallu des années de combat, et je pense notamment au combat mené par la mairie de Paris, pour obtenir une première loi et des décrets d'application afin de limiter le nombre de jours de location à 120 jours, permettre aux maires de disposer des numéros des loueurs et mettre à l'amende les plateformes qui ne retirent pas les annonces dépourvues d'enregistrement. Ces mesures n'ont toutefois pas permis d'endiguer la prolifération des meublés de touristes dans les grandes agglomérations et dans les communes touristiques. Le lobbying féroce d'une certaine multinationale du numérique y est pour beaucoup. Il continue en effet de trouver des oreilles attentives, et peut-être qu'on le vérifiera ce soir d'ailleurs, des oreilles attentives dans les couloirs de Bercy ou dans les couloirs de l'Élysée. Et ce n'est pas parce qu'on est partenaire premium du Comité international olympique qu'on a tous les droits dans le pays qui va accueillir les Jeux olympiques. Le groupe Elliott exprime tout son soutien aux rapporteurs. Nous saluons leur détermination malgré les obstacles dans cette affaire. On le sait, l'inscription à l'ordre du jour de ce texte sur l'accès au logement pour les résidents permanents des territoires à forte attractivité touristique n'a pas été facile, il faut le dire. Nous nous en réjouissons d'autant plus qu'il s'agit des combats que nous menons, avec d'autres bien sûr, de la lignée notamment de la proposition de loi que j'ai eu l'honneur de porter et qui a été adoptée en première lecture le 4 février 2022, face à la spéculation foncière immobilière que subit la Corse. On ne peut plus nier l'urgence de la situation qui dépasse de loin le territoire insulaire dont je suis issu, bien que la rapidité de l'aggravation y ait été plus forte et intense qu'ailleurs. À titre d'exemple, nous atteignons dans certains coins du littoral corse de 10 à 30 000 € le mètre carré pour de luxueuses villas qui se vendent entre vacanciers fortunés d'année en année. Cette multiplication de résidences secondaires, certaines exploitées en meublé tourisme, d'autres pour villégiature, alimente une pression immobilière et une croissance exponentielle du foncier, en particulier sur les littoraux. L'une des mesures phares du texte, c'est l'obligation pour les propriétaires de meublés touristiques de réaliser un DPE, un diagnostic de performance énergétique, et d'être ainsi soumis aux mêmes règles que les logements classiques. Les auteurs de la loi veulent interdire la location des biens les plus énergivores à partir de 2025. Nous sommes évidemment opposés au DPE aussi bien pour l'imposition des DPE aussi bien pour la location longue durée que courte durée. Je crois que la majorité ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer. C'est un vrai carnage sur le marché locatif, long terme et demain court terme. Et d'ailleurs, je ne comprends pas bien l'imposition de ces DPE dans des stations balnéaires comme chez moi dans l'Aude, station construite dans les années 60 avec le projet Racine. Un projet qui ne pourrait plus voir le jour aujourd'hui avec le ZAN et l'idéologie écologiste extrémiste. Allez expliquer pourquoi c'est un problème de louer un studio cabine à Gruissant ou à Leucate en plein été, une passoire thermique, je ne vois pas où est le problème. Voilà. Donc à mon avis, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et pour ces DPE, pour vous illustrer le carnage annoncé de cette mesure absolument inique, vous avez un logement sur deux en Ile-de-France qui n'est plus louable d'ici quelques années sans travaux. Je vous laisse aussi imaginer le carnage sur les marchés tendus. Et d'ailleurs, le débat aujourd'hui, c'est les marchés tendus. Voilà, tout simplement. Donc c'est un amendement de suppression, un amendement de bon sens. Nous sommes contre l'écologie punitive qui va véritablement être un désastre pour les Français. C'est une mesure de dépossession immobilière et nous assumons cette opposition au Rassemblement national. Je vous remercie. Cette société, ce que nous constatons, c'est que sous l'épouvantail Airbnb, vous allez en fait saquer les propriétaires en France. Et vous le faites avec la complicité totalement assumée et objective des macronistes, puisque, comme l'avait dit très justement notre collègue Pauget dans une tribune de janvier 2022, le macronisme, une menace pour le droit de propriété. Et ça, c'était inscrit dans le rapport de M. Pisani qui souhaite déposséder les Français de leur propriété
pour pouvoir créer en fait ce que les marxistes-léninistes n'ont jamais obtenu, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriétaires en France, qu'il y ait une grande foncière d'État, et en fait nous dépendrons in fine de cette foncière d'État. Que les choses soient claires pour ceux qui n'ont pas lu ou ceux qui ont mal lu notre article. Il s'agit ici uniquement de permettre aux maires, encore dans une logique de décentralisation, de mettre en œuvre, dans le cadre du changement d'usage, le DPE et la lutte contre les passoires thermiques. Les maires des villes que vous avez citées, des stations de ski, des stations balnéaires, ne seront pas obligés de mettre en œuvre ce changement d'usage-là. Donc il n'y aura pas de difficulté pour les points que vous avez cités. Il s'agit ici simplement de corriger un effet de bord sur la loi climat et résilience. La loi climat et résilience a été votée, les débats ont eu lieu, nous avons eu les débats en commission. Ce n'est pas le lieu ici de refaire l'histoire du calendrier. Je laisse ça au gouvernement. Nous disons juste qu'aujourd'hui, en l'état actuel du droit, si nous ne faisons rien, si nous ne bouchons pas le trou dans la raquette ou plutôt le trou dans la passoire thermique, les propriétaires qui ne souhaitent pas faire les travaux pour mettre en location leur appartement iront sur du meublé de tourisme et donc aggraveront l'attrition du logement longue durée. Allez vite parce qu'effectivement on voit bien le petit jeu de LR et du RN pour faire durer les débats et peut-être empêcher que ce texte soit voté. Sur la rénovation thermique, vraiment sur la rénovation thermique, le Front National fait toujours preuve de climato-scepticisme. Mais au-delà, il méprise la question sociale que ça représente parce que quand on ne fait pas la rénovation thermique ou quand on permet que des logements soient toujours loués via des passoires thermiques, soient toujours loués via des meublés touristiques, ça veut dire in fine que des personnes ont du mal à se chauffer ou ils consacrent une part excessive de leurs revenus. Ceux qui défendent les petits sont en train de les saborder, c'est tout. On a 1,6 million de passoires énergétiques. On a rénové l'an dernier 60 000 logements seulement en rénovation globale. Vous prévoyez seulement 200 000 rénovations globales. À ce rythme-là, comment on peut le tenir ? Et à un moment, quelle est la conséquence de tout ça ? C'est qu'on aura moins de logements offerts à la location, peu importe que ça soit de la courte durée ou pas de la courte durée. C'est ça la conséquence. Et si le calendrier n'est pas tenable, je ne parle même pas de la question du DPE. Le DPE aujourd'hui, on a un problème de fiabilité. Donc la question qui est là aujourd'hui, Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes prêt à modifier la donne en matière de DPE pour le rendre plus fiable? Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes prêt à modifier le calendrier pour qu'il soit tenable et qu'on puisse faire en sorte qu'on n'ait pas des sorties du parc locatif? Sinon, demain, ce seront les locataires en France qui seront perdants parce qu'il y aura moins de logements sur le marché. J'ai un ami qui a une résidence secondaire dans le Var. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'en ai un. Ah, ça ne plaît pas à la gauche, hein. Oh, quelle horreur, des riches. Squattons-le, squattons-le. Bon, donc j'ai un ami qui a une résidence secondaire dans le Var. Et alors, à partir de là, il la loue, il n'est pas là au mois d'août, il la loue en juillet à des saisonniers, parce qu'il se trouve qu'il a un copain restaurateur, il loue aux saisonniers. Il y a un problème de logement saisonnier que vous êtes incapable de résoudre par ailleurs. Il faudrait vous occuper de ça, mais non, vous faites autre chose. Bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Du coup, il ne va plus la louer, cette villa. Il ne va pas faire de rénovation, il ne va plus la louer. Donc vous allez encore, non seulement vous n'allez pas régler les déséquilibres du marché locatif en zone tendue, mais vous allez encore renforcer les problèmes de location de saisonniers dans les zones de vacances. Voilà, bravo, vous aurez tout gagné. Lors de cette séance, fin 2023, le Rassemblement national multiplie les prises de parole. Sa stratégie est simple, ralentir les débats pour que la proposition de loi ne puisse pas être votée avant minuit. Il y parvient. À minuit, la séance est levée alors que la proposition de loi n'est pas adoptée. 2 mois plus tard, la proposition de loi est à nouveau à l'ordre du jour. Le 29 janvier 2024, les députés reprennent son examen avec l'un des sujets les plus sensibles du texte, la suppression de l'abattement fiscal sur les appartements de tourisme. Une mesure déjà adoptée dans le budget 2024, mais que le gouvernement de l'époque ne veut pas appliquer. Nous continuons l'examen de ce texte important pour redonner de l'espace aux communes qui se battent pour l'habitat permanent et nous abordons un article qui va faire débat dans le cadre d'une mission qui a été confiée notamment à nos collègues sur la fiscalité locative et qui va mener à un certain nombre de polémiques sur la fiscalité que nous regardons ici. Mais cet article contient un élément absolument fondamental que nul au fond ne peut vraiment contester. Pourquoi les pouvoirs publics inciterait-il, dans un monde où il y a une crise du logement, à louer plutôt des locations saisonnières de courte durée, parfois un jour à la suite 365 fois, plutôt qu'un logement permanent? Comment peut-on considérer, dans un monde où nous avons besoin de logements permanents pour les infirmiers, pour les soignants, pour les professeurs, pour l'ensemble des agents
qui font tourner le pays, du secteur public comme du secteur privé, comment peut-on considérer que l'État dirait « oui, madame, monsieur, je vous encourage plutôt à louer un meublé de tourisme pendant 2 jours, autant de fois que vous le voulez, plutôt qu'un logement permanent ». C'est ce principe général que nous regardons ici et qui souffre des exceptions que nous allons examiner, que nous allons regarder en détail et qui mérite sans doute des ajustements qui seront aussi ceux de la mission qui a été confiée à notre collègue. S'il est légitime de chercher à préserver une vie économique locale pérenne en dehors du tourisme et de permettre aux Français de se loger là où ils travaillent, il est regrettable, une fois de plus, que cela passe encore par la contrainte et la punition des propriétaires. Nous pensons que c'est justement l'accumulation des interdictions en tout genre, notamment de louer son bien, sauf à y entreprendre de coûteux travaux dits de performance énergétique, qui a découragé beaucoup de propriétaires de louer à l'année. Nous pensons aussi que ce sont les multiples obligations, dépenses et responsabilités mises à la charge des bailleurs, en premier lieu la lourde taxation des loyers, qui ont peu à peu fermé les perspectives de l'investissement locatif d'habitation. Peut-être qu'au lieu d'écraser la niche fiscale de la location de tourisme, serait-il plus porteur de desserrer les taux sur la location longue durée et de la rendre ainsi plus attractive. Cet article 3 comprend des mesures fiscales posant, vous l'avez compris, certaines difficultés. D'abord, il propose des solutions fiscales différentes de celles de la loi de finances pour 2024. Elle conduirait à une incohérence législative et brouillerait la lisibilité de la loi pour les particuliers comme pour les professionnels. Elle n'incitera plus les propriétaires à faire classer leurs meublés. Elle affectera également les petits propriétaires ayant élaboré leur investissement en se basant sur ces abattements existants. Cet article, tel qu'il est proposé aujourd'hui, nous pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce que ce sont des mesures fiscales extrêmement importantes qui sont envisagées et qui sont étudiées hors PLF, ce qui peut quand même nous interroger. Aucune étude à ce stade n'existe par rapport aux avantages et inconvénients qu'on aurait à toucher dans de telles proportions ces abattements, ni aucune étude d'impact budgétaire, social ou économique. Je suis par ailleurs convaincue que ce que nous nous apprêtons à faire avec ce texte, pour ma part, ne remettra pas un seul mètre carré juste sur les mesures fiscales, sur le marché locatif de longue durée. Et pourrait même, sur certains territoires très touristiques, encourager à nouveau le développement de l'économie souterraine. Voilà, donc moi j'ai vraiment des réticences à prendre de telles mesures qui vont très loin sans qu'on ait évalué par ailleurs les impacts, notamment sur les territoires touristiques. Écoutez, nous on milite pour avantager la location longue durée. C'est, comme l'a dit le collègue Armand, c'est pas entendable en fait que les pouvoirs publics facilitent à ce point une législation, je vais l'appeler comme ça, pousse au crime. Aujourd'hui, la location saisonnière est plus rentable et moins imposée. Et l'ensemble, sur tous les bancs des maires, demande un encadrement. Et donc moi, quand j'entends le Front National voler au secours de la multinationale et des gros, parce qu'en vrai, vous défendez un abattement qui bénéficie aux plus gros. Cet abattement, c'est 10, 12 000 par mois. En fait, vous n'êtes pas au soutien des petits, vous êtes au soutien d'un tsunami de disparition de logements pérennes sur le territoire. C'est en partie la faute de cette fiscalité. C'est en partie à cause de cette fiscalité qu'il est désormais extrêmement compliqué de se loger en famille dans le 3e arrondissement, évidemment à Paris, mais également à Saint-Nazaire, sur tout le littoral atlantique ou dans énormément de territoires. Et donc que j'entende désormais qu'on veuille protéger la lucrativité et la baisse d'impôts pour les classés touristiques, en fait, ça n'empêche pas de classer touristique. Simplement, on va réduire l'attrait, souffrer qu'on réduise l'attrait pour avantager la location longue durée. C'est ce que réclament la population et les maires, les élus locaux, sur tous les bancs. Il est grand temps qu'on le fasse et je ne comprends pas que le gouvernement aujourd'hui s'oppose à cette mesure. Il s'agit de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. C'est passé au projet de loi de finances, soutenu par le Sénat, soutenu ici. Quand c'est passé, le gouvernement a plaidé l'erreur matérielle, refuse d'appliquer la loi. Il est grand temps de supprimer la niche fiscale Airbnb. Nous, ce qui nous a guidés dans la rédaction de cet article 3, c'est de se dire qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'un propriétaire d'un meublé de tourisme ait un abattement de 71% jusqu'à 188 000 € de chiffre d'affaires. On ne parle pas d'un petit propriétaire quand on fait 188 000 € de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui justifie qu'un propriétaire, là on parle de meublé classé, qu'un propriétaire de meublé simple ait un abattement de 50% jusqu'à 77 000 €?
quand on fait 77 000 € de chiffre d'affaires, on n'est pas un petit propriétaire. Ce n'est pas un petit complément de revenu. C'est un business. Alors que quand on a un propriétaire qui loue à une famille, qui vit à l'année, qui met ses enfants à l'école, qui fait vivre les services publics, qui fait vivre le service de proximité, qui permet la vitalité de nos communes, eh bien, il n'est que 30% d'abattement. La question que nous avons posée, c'est qu'est-ce qu'il justifie 50% d'abattement ou 71% d'abattement? Rien. Et si je mets ma casquette de libéral que je ne suis pas, et ça vous pouvez vous en douter, on se retrouve dans une situation où on dit oui, mais si on enlève le 71% ou le 50%, ils vont arrêter parce que ça ne sera pas rentable. Mais excusez-moi, ça veut dire que de base, ce n'est pas rentable. Et puis, si on regarde un petit peu la réalité des chiffres, quelqu'un qui va louer, et c'est les chiffres approximatifs, c'est une fourchette, mais l'été, sur la côte atlantique, 1 000 € la semaine, excusez-moi, dans cette situation que nous connaissons aujourd'hui, il ne va pas être en difficulté parce qu'il paye un petit peu plus d'impôts, parce qu'il participe à l'effort national pour faire fonctionner nos services publics, parce que l'impôt, il sert à ça derrière, à faire fonctionner les services publics, à faire tourner aussi l'économie de la commune dans laquelle il fait de la rentabilité. Donc c'est un vrai sujet d'équité sur la question fiscale. Pour répondre au Rassemblement national, vous avez voté contre le DPE, vous faites du DPE votre épouvantail en termes de logement, c'est à peu près la seule proposition que vous faites en termes de logement, revenir sur le DPE. Bon, certes, on a un petit peu l'habitude sur tous les rares textes logements que nous examinons ici, on a droit à la ritournelle du DPE. Mais, et à ma grande surprise, vous avez voté même contre l'article 2 qui donne des outils aux communes. Alors que vous voulez les défenseurs des petites communes. Et je ne vous ferai pas, comme j'ai fait en décembre, l'examen de ce qu'ont dit vos propres collègues du Rassemblement national, invitant le gouvernement à agir contre la spéculation et contre Airbnb. Donc j'ai un petit peu du mal à vous suivre. Et puis pour vous rappeler sur la fiscalité, parce qu'effectivement vous ne défendez pas les petits propriétaires, parce qu'un chiffre qui est assez parlant, c'est que 50% du parc locatif est détenu par 3,5% des propriétaires. Donc non, le mythe du petit propriétaire n'existe pas, c'est bel et bien un mythe. Pour répondre à M. Vigier, vous nous dites d'attendre. Sauf que moi, quand on attend, je pense, et c'est l'exemple que je cite régulièrement, mais il est vrai, à l'infirmière de l'hôpital de Bayonne, à l'éboueur de l'agglomération Pays Basque, qui dorment dans leur voiture. La réalité, elle est ça. Pendant qu'on est en train de voir si on modifie un petit peu la fiscalité, si on va demander à des propriétaires de payer un peu plus d'impôts, les perdants, c'est ceux qui vivent dehors aujourd'hui. C'est ceux qui n'ont pas de toit. Donc effectivement, nos mesures fiscales vont créer un petit peu plus de fiscalité pour certains propriétaires. Mais elle va le permettre à certains, peut-être, de retrouver un toit et certains propriétaires de prendre conscience qu'aujourd'hui, leur fonctionnement déséquilibre les territoires. Et sur la question des stations de tourisme, je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler le vote du Sénat, du groupe LR au Sénat, qui a été encore plus dur que nous sur la fiscalité. Mais je ne vais pas revenir dessus. Je vais vous parler des stations de tourisme. Et je vous citerai l'exemple, encore une fois, Maïder Aostegui, maire Les Républicains de Biarritz, qui soutient notre amendement et qui serait même pour une suppression pure et simple de la niche fiscale. Parce que ces stations de tourisme, oui, elles vivent du tourisme, mais elles ont aussi des habitants. Elles ont aussi besoin de familles qui vont dans les écoles. On a l'exemple d'Andaï. Andaï, commune classée tourisme, qui voit chaque année des postes supprimés parce qu'il n'y a plus d'enfants, parce que une grande partie de leur parc immobilier est transformée en meublé de tourisme. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux équilibrer entre l'économie touristique et l'économie à l'année, ou tout miser sur l'économie touristique et transformer nos villages et nos villes en centres de vacances? Je ne le pense pas. Après, il y a une question aujourd'hui à avoir, effectivement, mais Anaïg reviendra tout à l'heure dessus, sur le classement commune touristique. Est-ce qu'on ne peut pas le décorréler de la question du meublé de tourisme? Et je pense fondamentalement, dans la mesure où nous avons fait des adaptations sur notre modèle fiscal, il sera toujours plus avantageux pour un propriétaire de classe C, car l'abattement sera certes réduit, mais le plafond sera plus avantageux pour un meublé classé que pour un meublé simple. Et si on prend le cœur du classement, ce n'est pas gagner plus et payer moins d'impôts. Le cœur du classement, c'est d'offrir une prestation de qualité.
Qu'est-ce qui guide ces propriétaires? C'est faire de l'argent et avoir une défiscalisation ou proposer, faire rayonner le territoire avec des appartements ou des maisons de bonne qualité? Moi, je pense qu'il faut encourager le classement, monter en gamme sur le classement des meublés de tourisme, mais arrêter de dire que si ils passent de 71 à 50 ou à 30% d'abattement, ils vont arrêter. C'est pas vrai, ils continueront à faire de l'argent. Ils continueront à avoir des bénéfices. Et pour les communes, je vous entends pas très bien, mais vous me parlez du classement des communes. Mais effectivement, les communes vont se poser la question, est-ce qu'elles gardent leur classement de communes de tourisme et les dotations qui vont avec. Mais quand la commune perd des habitants à l'année, elle perd aussi de la dotation. Elle perd des services publics. Elle perd des postes à l'école. Elle perd des commerces. Donc ne misons pas tout le tourisme. Et je cite moi le premier, souvent l'exemple du Pays Basque, comme cœur de la crise. Et on pense que le Pays Basque vit du tourisme. Sauf que c'est 12% de l'économie de l'agglomération Pays Basque qui est misée sur le tourisme. Sauf que les effets négatifs, ils sont bien plus importants que le tourisme. Et je conclurai simplement sur un exemple. Depuis que nous avons commencé ce travail canaïque, nous sommes saisis, comme d'autres l'ont cité, d'exemples de gens sur les territoires qui ne peuvent plus vivre. Je vais vous lire le témoignage de quelqu'un qui vit en Vallée d'Aspe. Ce n'est pas au Pays Basque. Avec ma compagne, nous sommes locataires d'une maison à Bedouce. Les propriétaires, c'est donc une résidence secondaire, veulent vendre la maison. Nous leur louons de septembre à juin, contraints quand nous n'avons rien d'autre. L'été, ils la louent à des touristes. Alors, nous sommes obligés de vivre sous la tente avec nos 3 enfants. Ça fait déjà 3 étés que nous campons sous la tente de juin à septembre. Vivre sous la tente l'été entraîne des tensions, avec mon ex-compagne, qui voit cela d'un mauvais œil et menace de réduire mon temps de garde de mes 2 enfants. Voilà la réalité des territoires. Voilà la situation dans laquelle cet amendement, cette niche fiscale entraîne les gens. Alors oui, moi je préfère faire un peu de perdants, mais beaucoup de gagnants qui auront un toit sur la tête. Cet article 3 est sans doute le plus contestable selon nous de cette proposition de loi, qui vise, disons-le clairement, à accroître la fiscalité des petits propriétaires qui exercent à titre marginal l'activité de location saisonnière. L'alignement de la fiscalité des meublés de tourisme au régime microfoncier dans les zones tendues, ainsi que l'abaissement de l'abattement qui bénéficie aux meublés de tourisme, représente une augmentation inacceptable de la fiscalité sur les classes moyennes. Prenons l'exemple d'un particulier loueur meublé non professionnel qui loue occasionnellement sa résidence principale. Pour un revenu foncier de 15 000 € par an avec une tranche marginale d'imposition à 30%, cela représente une hausse d'impôt sur le revenu de près de 900 € par an. Nous refusons toute hausse de la fiscalité immobilière, notamment pour les plus modestes et les classes moyennes. L'immobilier qui est aujourd'hui l'actif le plus taxé en France face aux actifs financiers qui jouissent d'un privilège fiscal avec la flat tax instaurée par Emmanuel Macron en 2017 et sortie de l'ISF que vous avez supprimée. Je rappelle à titre accessoire que la fiscalité qui pèse sur le logement représente 92 milliards d'euros par an. Vous allez mettre en péril des équilibres économiques existants, la pérennité de plans de financement et fragiliser de petits propriétaires qui ont recours à cette activité de façon marginale, tout simplement pour pouvoir conserver leurs biens et assumer les charges en hausse constante. Depuis votre arrivée au pouvoir, la taxe foncière a effectivement explosé. Les factures d'énergie ne cessent d'augmenter, plus 44% en 2 ans, sans compter les 10% que nous allons prendre dans quelques jours. Les Français sont contraints de se sacrifier, de trouver des solutions alternatives pour faire face à cette hausse des charges inacceptable. Dans ma circonscription touristique de l'Aude, à Narbonne, les Audois recourent massivement à la location saisonnière de façon ponctuelle et raisonnée entre juin et septembre, tout simplement pour tirer d'indispensables revenus complémentaires. On ne lutte pas contre la crise du logement en augmentant les impôts des Français, mais le plus gros scandale de cette proposition de loi, chers collègues, c'est que pendant que vous allez augmenter les taxes et les impôts pour les petits propriétaires français, vous refusez de vous attaquer aux plateformes du numérique protégées par Emmanuel Macron, comme Airbnb, qui ne paie toujours pas ses impôts en France. On tabasse les petits, mais on protège les grands. Je vous remercie. On doit agir parce qu'on est face à une fiscalité qui, pour l'instant, devient du non-sens. Tout le monde en fait se dit qu'il y a un impact effectivement au niveau des prix, il y a une intensification de l'activité des meublés de tourisme, il y a une attrition des résidences principales, nous sommes sur une dévitalisation des cœurs de ville ou encore sur une augmentation des nuisances sonores dans les zones tendues. C'est le constat qui est partagé par tous et on se dit tous, il faut agir. Agir comment ? Là est la difficulté peut-être. Donc le régime qui s'applique aux locations de meublés comprend un avantage fiscal qui, selon moi, est disproportionné compte tenu de la situation critique en matière d'accès au logement dans laquelle nous sommes. Quand on donne un avantage fiscal, c'est généralement quand le législateur consent à donner un avantage fiscal, une ristourne fiscale, un abattement fiscal. Il le fait parce qu'il y a un objectif sociétal derrière.
Et il fut un temps, le législateur a décidé de donner un avantage fiscal à celles et ceux qui voulaient louer en touristique parce qu'on manquait d'offres de tourisme, parce qu'il n'y avait pas d'offres hôtelières et parce que la France voulait développer son offre touristique. Et à l'époque, ça se comprenait très bien. Mais depuis ces années, les choses ont un petit peu changé. Et on se retrouve avec des communes qui aujourd'hui n'ont plus d'offres locatives traditionnelles et ont totalement une offre de location saisonnière. Et ça touche des maires de gauche, de droite. Ce n'est pas une histoire de couleur politique, de libéraux contre pas libéraux. Le maire de Saint-Malo est de droite. Pour autant, à Saint-Malo, il dit qu'il n'y a plus aucune offre locative traditionnelle parce que tout a été remplacé par une offre locative saisonnière. Et dans ce contexte de tension et de substitution potentielle entre le locatif traditionnel et le locatif touristique, se pose la question de est-ce qu'on maintient un avantage fiscal comme ça? Et moi, je ne sais pas expliquer qu'on donne un avantage fiscal à 70% sur du meublé de tourisme dans des communes où il n'y a plus aucun logement traditionnel. Je ne sais pas l'expliquer, et quand des députés de notre commission, venus de Bretagne, du Pays Basque, des zones côtières, des zones touristiques, viennent nous voir et disent « je ne sais pas expliquer que l'État continue de donner 70% d'abattement sur une offre touristique alors qu'on n'a plus aucun logement traditionnel ». Cela accroît la substitution potentielle, ça n'a plus aucune justification sociétale, et ce qui a été fait il fut un temps par le législateur ne se justifie plus aujourd'hui. Ce problème a été soulevé par Anaïg Lemeur, par Iñaki Etxaniz depuis avril 2023. Ils se sont battus pour mettre cette proposition de loi, on s'est battus ensemble pour le mettre à l'ordre du jour. Je pense que beaucoup d'obstacles ont été franchis et on a à chaque fois eu d'ailleurs des personnes qui ne voulaient pas nous donner les chiffres, y compris dans les administrations, en disant c'est compliqué, attendons, voyons plus tard, etc. Et à un moment, il faut agir. On ne peut pas continuer toujours à botter en touche sur le lendemain en disant c'est très bien, vous avez raison, mais on verra demain. Et moi, j'imagine pas qu'on sorte de l'examen de ce texte, Madame la Présidente, en se disant il n'y a pas d'article fiscal. Je comprends bien sûr la position du rapporteur général du budget. À sa place, j'aurais eu probablement la même position qui est de dire pas de fiscal en dehors de la loi de finances. Mais la réalité, c'est que sortir de ce sujet-là sans aucune action fiscale, sans aucun rééquilibrage, ce serait, je crois, dommage parce qu'il y a une vraie attente des territoires et ça fait des mois qu'elle est attendue. Merci Madame la Présidente. Effectivement, ça a été rappelé par les rapporteurs, il y a une mission qui est en cours et qui a été confiée aux députés, aux députés Anaïg Lemeur et Marina Ferrari qui a pour objectif d'étudier les évolutions de la fiscalité de la location de courte et de longue durée afin de favoriser la mise à disposition de logements à loyer abordable à titre de résidence principale dans les territoires où ils sont nécessaires. Dans ce contexte, nous considérons qu'il serait plutôt souhaitable d'attendre les conclusions de cette mission en avril prochain avant d'adopter les évolutions de la fiscalité locative. Néanmoins, le gouvernement partage l'objectif de la réforme de fiscalité relative à la location saisonnière poursuivie par l'article 3 de cette proposition de loi. Et nous avons ainsi fait adopter en première lecture de la loi de finances pour 2024 un dispositif dont l'objectif est similaire à celui de l'article 3, même s'il est légèrement différent. Il aligne donc les conditions d'application du régime de simplification micro-BIC applicable à la location de locaux classés meublés de tourisme sur celui de la location de locaux meublés classiques. Il instaure en complément un dispositif incitatif au maintien et au développement d'une offre de locaux classés meublés de tourisme dans les territoires en déficit d'offres touristiques non concernés donc par les problèmes d'attrition de résidence principale qui a été évoqué à l'instant par le président Kasbarian. Pour toutes ces raisons, le gouvernement va donc donner un avis de sagesse sur l'article 3 et sur l'ensemble des amendements qui ont été déposés à cet article. Je vous remercie. On a plutôt l'impression d'une politique fiscale un petit peu de gribouille. Il y a eu le PLF qui a modifié substantiellement l'abattement fiscal pour les loueurs de meublés classés. Aujourd'hui, nous avons une PPL qui certes chemine depuis un certain temps. Et en même temps, il y a la mission Ferrari-Lemeur qui justement doit traiter de ces questions fiscales. Et ce qui me semble indispensable, et moi j'entends certains collègues qui, dans des zones urbaines et touristiques à la fois, rencontrent pour leurs concitoyens des difficultés de logement majeures. Je ne mets pas en doute leurs paroles, mais il y a aussi d'autres territoires en France et on doit avoir des politiques du logement qui nécessitent justement ces accompagnements fiscaux parce que ces territoires ont été bâtis autour
du tourisme. Et l'article 2, si, chers collègues, quand vous êtes à Val Thorens, c'est bâti autour du tourisme. Vous avez beau à hocher de la tête, c'est ainsi. Et l'article 2 sur les zonages de servitude d'habitation permanente répondra à une bonne partie de la problématique. Et puis, on peut peut-être voir comment fiscalement contraindre. Tout à l'heure, notre collègue Etchanis disait que plus de 50% des résidences secondaires sont détenues par 3,5% de personnes. Eh bien, essayons plutôt de viser ceci en priorité que certains petits investisseurs qui, dans l'équilibre de leur projet immobilier, ont intégré cet abattement. Et je rajouterai, pour conclure, que si l'avantage fiscal diminue trop, et je trouve que c'est le cas dans ce texte, eh bien on risque d'avoir des locations parallèles, des locations au marché noir, comme on le dit. Pour répondre au rapporteur général du budget, juste, effectivement, nous n'avons pas eu d'étude d'impact. C'est pas faute d'en avoir demandé, et je rapporte ce texte avec une membre de la majorité. Et vous, en qualité de rapporteur général du budget, vous auriez très bien pu, comme l'a fait ma collègue Valérie Rabault en un temps, aller à Bercy, demander les chiffres, et vous ne l'avez pas fait, alors que c'est pas faute. Et j'étais à quelques centimètres de vous en juin 2022, quand j'ai interpellé Bruno Le Maire sur la fiscalité des meublés de tourisme. 2022-2024, 2 ans. Je pense que les services de Bercy auraient pu produire quelque chose. Donc je vous invite, monsieur le rapporteur général du budget, de venir avec vous, demain ou après-demain à Bercy, aller chercher les chiffres pour avoir la réalité des choses et ça pourra alimenter la mission d'Anaïg Le Maire et de Marina Ferrari qui trouvent les mêmes difficultés à avoir ces chiffres de Bercy. Donc est-ce que Bruno Le Maire n'a pas envie de les donner ou est-ce qu'il y a une autre raison? On peut aller demain, tous les 4, voir Bruno Le Maire et lui demander les chiffres. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 128, exprimé 125, majorité 63, pour 100, contre 25. L'Assemblée nationale a adopté. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vote aussi cette proposition de loi au printemps 2024 avec de nombreuses retouches. Mais la dissolution interrompt tout. À l'automne, députés et sénateurs reprennent les discussions, ils trouvent un compromis et c'est ce texte qui est soumis au vote le 7 novembre, l'aboutissement de 2 ans de travail pour les députés Iñaki Etchaniz et Anaïg Le Maire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers co-rapporteurs Iñaki Etchaniz, chers collègues, enfin que le chemin fut long, semé d'embûches, un calendrier trop chargé, un amendement validé par erreur, de multiples rapports, de multiples reports, une dissolution une semaine avant l'examen final et des notes blanches qui tombent juste en amont du vote définitif. Tout cela n'a pas mis à mal notre détermination et ce texte arrive enfin à son terme. Le chemin fut long, mais aussi il fut beau. De la Sante empruntée aux côtés du député Vincent Rolland aux routes parcourues avec le député Iñaki Etchaniz, 2 années ont été nécessaires pour nous retrouver aujourd'hui, ici, dans cette Assemblée. 2 années à glaner des informations, à parcourir les villes et les villages, à rencontrer les élus, les collectifs citoyens, les professionnels de l'immobilier, de l'hôtellerie. 2 années qui ont enrichi ce texte, qui nous a aussi enrichis. Le travail fut immense. Certains définissent notre combat comme celui de David face à Goliath. Notre force fut d'être accompagnés et soutenus partout en France. Nous avons su dépasser nos différends politiques au profit de l'intérêt général. C'est ce que nous demandent nos concitoyens. Je souhaite que ce texte transpartisan soit voté et porté partout sur vos territoires. Cela constitue une étape et non pas une fin. Il nous faudra faire preuve d'attention et faire confiance aux élus locaux pour l'adapter si besoin. Alors, toutes et tous, partout en France, je vous remercie. Nous avons tenu bon face au vent contraire, car ce texte, nous le devions à toutes celles et ceux qui se mobilisent depuis des années en faveur de l'habitat permanent. En pleine crise du logement et face à l'augmentation explosive du nombre de meublés de tourisme, passé de 300 000 à 1,2 million en 8 ans, ce texte était nécessaire. Non pas pour interdire, mais pour réguler, pour mener une politique préventive plutôt que curative.
Je regrette que nous n'ayons pas pu aller plus loin à la fois sur le régime microbique, mais aussi sur le régime réel, qu'il faudra impérativement réformer tout en protégeant mieux et plus les gîtes ruraux et les maisons d'hôtes. Nous aurions pu avancer plus vite, mais ce texte demeure tout de même une belle victoire, une victoire collective. De son côté, la ministre Valérie Létard salue une loi nécessaire, première pierre dans la refondation de la politique du logement. C'est un travail désormais abouti et je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui le soutenir au nom du gouvernement. C'est d'ailleurs un très bel exemple de la capacité qu'a le logement de réunir des consensus transpartisans et j'espère que cela sera encore le cas sur de nombreux textes, comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer devant la Commission des affaires économiques hier. Ce texte est aussi exemplaire dans l'apport qu'ont pu avoir chacune des deux assemblées. Je ne détaillerai pas l'intégralité du texte, bien sûr, désormais bien connu de tous, mais je voudrais simplement insister sur quelques mesures qui me semblent de nature à inverser vraiment la tendance dans tous les territoires qui ont besoin de rétablir un équilibre et d'offrir des logements de longue durée à leurs habitants. Un travail collectif très fourni a été fait sur les normes de décence énergétique. Nous aurons très prochainement l'occasion dans cette Assemblée de débattre du calendrier de la rénovation énergétique, mais au préalable, il fallait assurer l'équité des meublés touristiques et des logements de longue durée devant la loi pour éviter tout phénomène de fuite. C'est désormais une réalité avec un équilibre que je salue, même si j'ai bien compris qu'il fallait continuer le chemin. Avec cette loi, chaque meublé devra désormais être enregistré auprès de la mairie. Un numéro unique lui sera attribué par un téléservice que le gouvernement mettra en place très rapidement, conformément d'ailleurs à des obligations européennes qui, en la matière, ont été utiles et précurseurs. S'agissant des sanctions, les amendes seront renforcées pour les loueurs se livrant à des fausses déclarations sous le numéro d'enregistrement des locations saisonnières. Une amende civile spécifique est par ailleurs prévue pour les plateformes ne se conformant pas à l'injonction du maire de retirer les annonces dont les numéros de déclaration ont été suspendus. En plus de cette connaissance, les communes disposeront de nouveaux outils pour réguler le parc des meublés touristiques. Les maires auront la possibilité d'abaisser le nombre maximal de jours de location touristique dans une résidence principale de 120 jours à 90 jours par an, comme votre Chambre l'avait voté. Cela impactera très peu les Français qui font de la location meublée occasionnelle pour soutenir leur pouvoir d'achat et cela ne devrait pas changer le nombre de résidences principales, mais c'est un signal fort important de confiance à l'égard des élus. Ils pourront également mettre en place des quotas de location saisonnière dans leur commune ou encore créer des zones réservées uniquement aux résidences principales dans les communes situées en zone tendue ou possédant plus de 20% de résidences secondaires. Le texte clarifie également la charge de la preuve en matière de changement d'usage et je sais que ce sujet était bloquant pour beaucoup de collectivités, en particulier la ville de Paris. Le texte agit aussi au niveau des copropriétés, à la suite de la mobilisation de Mme Gatel au Sénat, avec un compromis intéressant que vous avez accepté. Enfin, la proposition de loi s'attache à traiter de la question de la fiscalité des meublés touristiques. L'avantage fiscal dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme apparaît excessif au regard de ceux dont jouissent les propriétaires de logements en location, et cela sans justification particulière au regard des charges induites dans la gestion des biens. C'est désormais un travail large sur la fiscalité, sur la rentabilité et sur la sécurité de l'activité de location résidentielle que nous devons mener. Mesdames et messieurs les députés, cette proposition de loi renforcera nettement les instruments à la main des collectivités pour réguler et maîtriser un phénomène qui menace la pérennité de l'offre de logement dans nos territoires tendus. Le gouvernement la soutient pleinement et comme vous l'avez rappelé chacun et chacune, dans le cadre d'une ambition de relancer la politique du logement et d'ouvrir la possibilité à nos concitoyens de retrouver un logement locatif, cette initiative est une pierre essentielle, évidente et nécessaire à une ambition plus large qu'il nous faut porter ensemble. Je vous remercie et bravo encore pour votre travail.
Pour cette dernière discussion, l'esprit de compromis domine, à l'exception du Rassemblement national, qui a toujours de fortes réserves face à cette loi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Eh bien, encore une fois de plus, la gauche s'attaque aux petits propriétaires et aux familles qui n'ont pas les moyens de supporter une énième hausse fiscale. Cette proposition de loi, sous couvert de régulation meublée de tourisme, c'est une manœuvre pour imposer de nouvelles taxes et faire payer ceux qui cherchent le plus souvent à louer leur logement pour faire face aux charges qui explosent. Pour beaucoup de foyers, il n'y a pas d'autre option que de recourir à la location de courte durée pour absorber l'augmentation des coûts de la vie. Nous sommes donc ici en face d'une prétendue stratégie de régulation qui dissimule mal un objectif de ponction fiscale et qui vise encore toujours les mêmes. On parle ici d'une nouvelle fiscalité délirante et punitive. Passer d'un plafond du micro-BIC de 75 000 à 15 000 euros, abaisser l'abattement de 50 à 30%, c'est mettre le couteau sous la gorge à des foyers qui tirent un revenu d'appoint de la location de leurs biens immobiliers durement acquis ou hérités du travail de leurs parents. Ce revenu locatif, souvent hérité d'un bien familial, est loin d'être un luxe. La gauche réalise toujours l'amalgame entre le petit propriétaire et le grand investisseur immobilier et s'attaque sous ce prétexte aux droits de propriété des particuliers, droit de propriété qui, je le rappelle, est un des fondements de la République. Alors à travers ce projet de loi, ce ne sont pas les détenteurs du grand capital qui sont visés, mais nos concitoyens ayant réussi à épargner et à se constituer un petit patrimoine. Alors résultat, on encourage les petits propriétaires, on les décourage plutôt, ceux qui louent un logement pour arrondir leur fin de mois, mais pas les grands investisseurs ou les plateformes internationales. Par cette proposition de loi, vous favorisez finalement les géants du secteur hôtelier au détriment de ceux qui veulent simplement tirer un revenu complémentaire de leurs biens immobiliers. Et cette inégalité de traitement, elle est scandaleuse. Elle laisse finalement une large place aux grands acteurs de location touristique, tout en matraquant les citoyens ordinaires. Et ce n'est pas tout, en imposant des contraintes de performance énergétique aux locations saisonnières, la gauche frappe encore ceux qui n'ont pas les moyens. Comment pensez-vous que les petits propriétaires vont pouvoir payer les travaux de rénovation énergétique? Les élus qui soutiennent ces mesures ne connaissent visiblement pas la réalité de ceux qui doivent déjà débourser des fortunes pour maintenir leur logement en état. Les conséquences directes de cette loi, c'est la réduction de l'offre de logement. On durcit les règles et ensuite, on va s'étonner que l'offre diminue, que les prix augmentent et que les ménages, finalement, ne trouvent plus de logement. Les effets sont pourtant simples à comprendre. En pénalisant les petits propriétaires, on diminue le nombre de logements disponibles et on pousse les loyers à la hausse. Les mêmes qui défendent ce projet de loi seront ensuite les premiers à s'indigner de l'inflation des prix de l'immobilier et du manque d'accessibilité au logement. Il est pourtant évident que cette législation va accentuer la crise du secteur locatif, crise qui frappera de plein fouet les classes populaires que la gauche prétend défendre. La vieille boutade est toujours d'actualité, la gauche aime tellement les pauvres qu'elle en fabrique. Cette proposition de loi accentue par ailleurs les réglementations qui s'imposent aux propriétaires. En effet, elle contraint les propriétaires souhaitant louer leurs biens à obtenir l'approbation des 2/3 du conseil syndical de leur copropriété. Pourtant, dans de nombreuses résidences, l'accueil d'une population de passage, souvent en vacances, rencontre souvent une opposition de principe, particulièrement lorsque la copropriété est composée d'habitants âgés. De même, dans les immeubles essentiellement composés de résidences principales, les occupants permanents manifestent une réticence notable face aux locations de courte durée. Et cette législation, sous couvert de régulation, entrave donc considérablement la liberté des propriétaires tout en accentuant les tensions au sein des copropriétés. Merci pour vos commentaires. Dans nos zones touristiques, et je le connais bien puisque je suis issu d'une zone de montagne et d'un département touristique, l'économie repose en grande partie sur le tourisme et donc sur ces locations de courte durée et la flexibilité qu'elles apportent. Vouloir brider cette activité en limitant les nuitées et en réduisant l'offre de logements, c'est mépriser les réalités économiques de nos territoires. C'est mettre en péril des emplois touristiques et des modèles économiques fonctionnels, dynamiques, exemplaires sur le plan environnemental.
Le Rassemblement national soutient une régulation des abus liés à l'ubérisation de notre société en réduisant l'autorisation annuelle de location des biens de 60 nuitées, de 60 nuitées au lieu de 120 actuellement, et cela sans toucher à la fiscalité pour ne pas pénaliser encore ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Nous refusons de voir la gauche étouffer encore une fois les petits propriétaires, les économies locales et surtout dans un contexte de hausse générale des prix. C'est pourquoi nous nous opposerons à ce rapport. Je vous remercie. Cette proposition de loi est le fruit d'un très long travail législatif, aujourd'hui au bout du chemin, avec cet ultime vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 222, exprimé 222, majorité 112, pour 168, contre 54. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà pour ce vote qui vaut feu vert définitif du Parlement à cette loi dite Airbnb, après 2 ans de travail et 3 ministres du logement.